L'Odyssée que je vais essayer de raconter ici est la terrible histoire de milliers d'êtres humains dans ce camp de la mort de Birkenau-Auschwitz, histoire telle que je l'ai vécue pendant 1 an et qui ne s'effacera jamais de mon cœur. Moi, je suis née à Marseille, mes parents sont nés à Marseille, mes grands-parents sont nés à Marseille. Je suis née dans une famille israélite, française. Nous étions, disons, des traditionnels dans ma famille. Et on observait les fêtes principales, c'est-à-dire les Pâques juives, Kippour, Rosh Hashanah, le Nouvel An. Autrement, nous n'étions pas, disons, des grands habitués de la synagogue. Disons que nous étions une famille unie. Ma grand-mère faisait les marchés, c'était grand-mère Cohen. Mon père avait un garage. J'avais 2 frères qui avaient 5 ans et 6 ans de plus que moi. Moi, j'étais au lycée Thiers et puis après au lycée Montgrand, qui était le lycée de filles. Je n'ai pas des souvenirs d'antisémitisme. Je n'ai jamais eu dans les lycées que j'ai fréquentés soit des réflexions, soit des agressions, et sans doute parce que je n'avais pas un nom particulièrement juif. Marter, c'était alsacien. Le côté de mon père, c'était l'Alsace, et le côté de ma mère, c'était les Tubiana d'Algérie, de Constantine. Et Marter, ce n'était pas ni Lévi, ni Cohen, ni un nom à consonance israélite. Je me souviens que je devais avoir à l'époque 12 ans, quand il a fallu aller se déclarer à la préfecture des Bouches-du-Rhône comme sujet juif. Et alors que nous disions toujours israélite. Mon père est allé se déclarer, et alors qu'il y avait des gens autour de lui, et des gens qui faisaient sans doute partie de la résistance et qui l'ont dissuadé d'aller se déclarer. Et nous étions des citoyens français, c'était la conformité à ce que les lois de Vichy à l'époque demandaient, et mon père est allé se déclarer la famille. À Marseille, on ne portait pas l'étoile jaune. On avait été occupé partiellement par l'armée italienne. L'occupation italienne à Marseille jusqu'à Nice n'a jamais été quelque chose de terrible. Les Allemands, quand ils ont occupé Marseille, ils ont fait des rafles dans les vieux quartiers. On avait dit que c'était des quartiers pourris où il n'y avait que des gangsters, etc., etc. Et puis finalement, c'était des pauvres gens qui ont dû déménager des vieux quartiers. Mais par contre, Bousquet, le préfet de police, a dit en même temps, profitez-en, raflez les Juifs. Donc ça a été janvier 1943, dans la nuit du 22 au 23 janvier, qu'ils ont cerné les quartiers Vieux-Port-Opéra et qu'ils ont raflé les familles juives. Et il y avait 2600 juifs qui ont été arrêtés ces jours-là. Au déjeuner de midi, je dis à mes parents, j'ai dit écoutez, le professeur Crémieux a été arrêté. C'était un grand psychiatre très connu à Marseille, ancien combattant des 2 guerres. Je dis si lui a été arrêté, nous allons tous être arrêtés. J'étais la plus jeune et c'est moi qui ai eu cette prémonition. Et mes frères se sont angoissés de moi, mais penses-tu, mais... Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai mon ami du lycée, dont les parents m'avaient proposé de m'abriter, de m'héberger chez eux. Mon père n'était pas tellement d'accord, mais ma mère, qui comme une femme était plus sensible, m'a dit, écoute, si tu veux y aller, vas-y, on t'apportera une valise avec les vêtements et tout. Et j'étais en train de me lasser les chaussures et on tape à la porte. J'ouvre, je vois 2 messieurs, 2 Français, qui me disent « Monsieur Marter ». Je dis « C'est pourquoi ?»« Ça ne vous regarde pas ?» Je dis « Je suis sa fille. »« Ah, vous êtes sa fille ?» Ils ont poussé la porte
Et où est Monsieur Marter? Ils sont montés dans la chambre, ils ont réveillé mon père. Moi, je dis à ma mère, je saute par là. On avait dans la cuisine une fenêtre qui donnait sur une cour et je lui dis, je fiche le camp par là. Elle m'a dit, ils vont te tirer dessus. Et je ne suis pas partie. Ils nous ont arrêtés, mon père, ma mère, moi-même, des voisins qui venaient au garage de mon père. Ils sont allés au magasin de ma grand-mère, qui avait un magasin de chaussures en plein centre de Marseille. Ils ont arrêté ma grand-mère, et qui avait 70 ans à l'époque, et puis des clientes qui étaient là. Mes frères ont été avertis. Mon frère aîné est arrivé au magasin. Il n'a pas vu l'employé qui lui faisait signe de ne pas rentrer. Il est rentré quand même, et il a été arrêté. Et mon frère cadet, lui qui a vu que l'employé lui faisait signe, lui, il est parti, il a été caché par celle qui allait devenir ma belle-sœur, sa future femme. Mes deux cousins qui étaient dans le maquis des Cévennes ont été avertis. L'un est venu chercher mon frère à Marseille et l'a amené dans le maquis des Cévennes. Et nous avons fait comme cheminement le siège de la Gestapo à Marseille, 425 rue Paradis. Ensuite, la prison des Baumettes. Et puis après, on a été convoyés jusqu'à Drancy. Et à Drancy, c'était des bâtiments qui n'étaient pas terminés, c'était même pas fermé. Comme mes parents étaient considérés comme des otages à Drancy, moi, on m'a envoyé faire des ménages. Et notamment, on m'a envoyé c'était les gendarmes français qui gardaient Drancy. Et on m'a envoyé chez la femme du gendarme pour faire le ménage. Et cette femme de gendarme, ni elle ne m'a dit bonjour, ni elle ne m'a donné un verre d'eau, ni elle m'a dit tu veux un morceau de pain, tu as faim, rien du tout. C'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que j'ai eu affaire aux Allemands, j'ai eu affaire aux SS. Mais qu'une femme française traite une jeune fille de 16 ans de cette manière, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Où allons-nous? Où allons-nous? Alors, on pensait qu'on allait travailler dans l'est de l'Allemagne. Le voyage, on a été dans des wagons à bestiaux, il y avait de la paille par terre. Ma grand-mère, elle ne pouvait plus respirer. On nous a donné de quoi boire, je ne sais même pas si on nous avait donné, oui, on nous a donné de quoi manger. Mais c'était surtout cette promiscuité. Il y avait une tinette au milieu du wagon où on faisait ses besoins. Et on étendait une couverture devant quand il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aller aux tinettes. Et quand il y avait un arrêt, on s'est arrêté par exemple à Strasbourg et puis on s'est arrêté ailleurs. Il y a eu des gens qui voulaient nous donner à boire et à manger et que les Boches ont fait circuler. Et on souffrait pour ma grand-mère qui avait 70 ans et qui était allongée sur de la paille. Et puis, donc, il y a eu 2 jours de nuit de voyage. Et quand on est arrivé, alors là, on arrivait sur une autre planète. On nous a ouvert les portes, il y avait les SS qui avaient les chiens qui aboyaient, qui écumaient, qui bavaient et qui étaient dressés pour aller courir après les fuyards. Et puis la musique. Les SS mettaient de la musique de Strauss, des valses, à l'arrivée des déportés. Et puis bon, ça a été Schnell, les coups de bâton, et pour séparer d'abord les hommes des femmes. Ensuite, il y a eu un déporté qui avait le costume rayé, et quand il nous a ouvert la porte, il nous a dit que les femmes âgées prennent les enfants avec elles. Ma mère et ma grand-mère sont descendues donc du wagon avec un enfant
qui avait 7 ans, que ses parents ont confié à mes parents, en pensant qu'il allait être sauvé. Et à Birkenau, là, alors ça a été d'abord et qu'est-ce que vous êtes, et qu'est-ce que vous faites, et qu'est-ce que vous faites comme travail, et quelle langue vous parlez, et puis on nous a rasés, on nous a enlevé nos défroques. La seule chose que j'ai gardée, c'était mes lunettes parce que j'étais myope. Comme il n'y avait pas assez de tenues rayées, on avait des défroques et derrière le dos, il y avait une fenêtre avec du tissu rayé et une grande bande rouge à la peinture. Et c'était parce que si jamais on voulait ou on pouvait s'échapper, qu'on soit de suite reconnu par la population polonaise et qu'on soit dénoncé. Il y a eu une Polonaise, une résistante polonaise qui s'est échappée pour aller avertir ses camarades qui étaient dans la résistance et dans les bois attenants de ce qui se passait à l'intérieur du camp. Et quand elle a été rattrapée, elle a été pendue devant tout le monde. Et quand on est arrivé dans le camp et qu'on voyait ces cheminées, vous ne savez pas ce que c'était, nous, ça fumait pas, ça flambait. Il y avait les cheminées qui flambaient. On a dit à des anciennes, mais ma mère, ma grand-mère, où c'est qu'elles sont? Les premiers jours, on ne nous a rien dit. Mais le deuxième jour, on me dit, ta mère et ta grand-mère, elles sont là. Il nous a montré les cheminées qui flambaient. On a dit, mais elle est folle celle-là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a? Personne ne voulait croire ça, personne. Et puis après, on a bien été obligés, étant donné qu'il y avait des sélections et que les femmes, enfin les femmes comme les hommes, moi je parle des femmes parce que c'était le camp des femmes, qui avaient des blessures ou qui étaient trop amaigries ou autres, et qui étaient donc inaptes au travail, elles étaient sélectionnées pour la chambre à gaz. Et quand elles montaient dans les camions, elles nous ont crié, si vous retournez en France, racontez ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons tenu notre serment. Il n'y avait pas que des SS, c'était surtout des capots, des femmes qui étaient des droits communs, qui avaient tué, qui avaient assassiné, et qui avaient des rôles de chef de chambre, chef de bloc, chef de travail et tout. Et elles avaient tellement peur d'être envoyées à la chambre à gaz qu'elles étaient à la botte des nazis. Conditions de vie, c'était des chalets où on était 6 par chalet avec 2 couvertures. Il fallait se débrouiller pour être en haut parce que celles qui étaient au milieu ou en bas, elles étaient toujours attrapées pour les corvées de chiottes, excusez-moi, corvées de soupe, corvées de scie, corvées de balayage. Le matin, on avait une espèce d'infusion, on m'a dit que c'était de l'infusion de gland, ni sucré ni rien. À midi, c'était la soupe, et donc on avait des espèces de marmites où on allait se faire donner la soupe sous les coups de bâton, et dans la soupe, bon, c'était de l'eau. C'était de l'eau claire, et quelquefois, si tu avais la chance, tu avais un petit morceau de viande qui flottait dessus. Et puis le soir, on avait sur nos lits, on avait une carte de pain, du pain noir, et un morceau de margarine, ou une cuillère de confiture, ou une tranche de saucisson. Voilà. Et c'est tout ce qu'on avait pour se nourrir. Mais c'était vraiment crevé de faim. J'ai fait un commando de terrassement. Après, celles qui sont restées dans le commando, qui faisaient les routes, elles étaient en plein air, il faisait moins 30 degrés.
On avait des chaussures qui étaient même dépareillées, des bas en soie déchirés. On essayait de se mettre le plus possible de tricots qu'on volait souvent. Donc c'est là que par moins 30 degrés, j'ai eu les pieds gelés par 3 fois. Et la 3e fois, 3e degré. 3e degré, c'est-à-dire la gangrène et les doigts de pied qui sont tombés tout seuls. Donc à ce pied-là, j'ai plus qu'un demi-doigt ici. Et finalement, c'est peut-être ce qui m'a sauvée, parce que quand il y a eu l'évacuation du camp, ils ont emmené toutes les personnes qui étaient valides. Et moi, j'étais à l'hôpital, un bon, bien grand mot, du camp. Je n'avais qu'une couverture, des sabots. Et quand il y a eu ce qu'on a appelé le Judaustreten, les Juifs dehors, j'ai essayé d'enfiler des sabots, mais avec le pied et la gangrène, j'ai pas pu. Et j'ai dit maintenant, advienne que pourra, et je me suis recouché. Mon père et mon frère étaient à Auschwitz. Mon père s'est privé de nourriture pour le donner à mon frère. Il était devenu tellement maigre et cachectique qu'il a été sélectionné pour la chambre à gaz et qu'il a été envoyé à la chambre à gaz. Donc seul mon frère aîné et moi sommes revenus d'Auschwitz. Mon frère a fait Mauthausen, Melk et Benzé, les mines de sel. On est resté peut-être 3 jours dans un no man's land, sans dire 100 personnes, mais on avait peur que les Allemands en partant mettent le feu au baraquement. Et on a eu la peur de notre vie parce qu'ils avaient commencé à brûler les baraques où il y avait les archives. Nous, on aurait grillé comme des saucisses puisqu'on ne pouvait pas sortir du lit et marcher. L'infirmière m'avait dit « il faut que tu tiennes, les Russes sont à 50 km » et on entendait le canon. Les Russes sont arrivés dans le bloc, on a vu arriver un Russe qui était un peu dépenaillé et nous qui sortions les visages de ces chalits, de ces lits qui étaient emboîtés les uns sur les autres, il a dit un mot. Et j'avais une voisine russe, je lui ai dit « qu'est-ce qu'il a dit ?» Elle m'a dit « il a dit « pauvres gens ». Et donc ça a été l'état-major médical russe qui nous a pris en main avec la Croix-Rouge polonaise. Et ils ont eu aussi l'intelligence de nous nourrir petit à petit parce qu'on avait les estomacs qui étaient tellement fermés que, par exemple, ceux qui ont été libérés à Mauthausen-Bergen-Belsen et qui se sont jetés sur la nourriture, ils n'ont pas pu tenir le coup. Ils en sont morts parce que leur estomac s'était tellement rapetissé qu'ils n'ont pas pu absorber la nourriture. Nous avons eu la Croix-Rouge polonaise qui est arrivée et il y avait à côté de mon lit, il y avait une Polonaise qui avait reçu une balle de revolver dans la cuisse. Et le médecin de la Croix-Rouge polonaise la soigne. Et puis les lits, ils étaient les uns à côté des autres. Et elle lui dit, à côté, il y a une petite Française qui a les pieds gelés. Il se tourne vers moi et dans un français impeccable, il me dit, vous êtes française? Je dis oui. Il me dit, j'ai fait toutes mes études de médecine à Paris. Qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, j'ai les pieds gelés. Alors il m'a enlevé les bandelettes, parce que c'était des bandelettes en papier qu'on vous mettait. Et la gangrène, j'avais le pied qui fumait. Et il avait préparé la pincette avec le coton et l'alcool pour me tamponner le pied. Quand il a vu mon pied, il a pris la bouteille de désinfectant et il me l'a versé sur le pied. Et il m'a retiré les esquilles d'os qui pourrissaient, qui me faisaient donner la gangrène. Et cet homme, si j'avais été
une jeune fille, disons, charmante. Il était beau comme un astre. Après avoir d'être resté un certain temps à pouvoir me reconstituer, à pouvoir partir à la campagne, retrouver des forces, retrouver un travail, obtenir une pension et tout, on avait tout perdu. Ça a été surtout l'arrivée des négationnistes qui nous a fait prendre conscience. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont dit « mais à Auschwitz on ne gazait que les poux, tout ça n'a pas existé ». C'était les gens d'extrême droite. À ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait créer une amicale d'Auschwitz. Donc nous avons fait un repas de retrouvailles et nous avons dit les autres parlent, ceux qui ont été arrêtés pour avoir résisté ou pour avoir été raflés comme ça, mais nous, il faut maintenant qu'on parle. Et donc on s'est organisé et on a commencé à ce moment-là avec les enseignants qui nous ont beaucoup apporté à aller témoigner dans les collèges et dans les lycées. C'est un texte que j'ai fait qui s'appelle le Testament d'Auschwitz. C'est notre testament. Nous, les âmes errantes de nos 6 millions de martyrs, dont les cendres encore chaudes sont éparpillées dans les plaines lugubres de la Haute-Silésie. Nous, les mères juives, séparées sauvagement de nos petits, dont ils n'ont pas eu seulement pitié. Nous, les vieillards, juste des saintes communautés, qui sommes morts dans les chambres agasses en prononçant le nom de l'Éternel. Nous, les innocents, les petits Daniel ou Myriam, les petits Maurice ou Sarah, souriant vers l'avenir qui semblait s'offrir à notre émerveillement, petits enfants du camp des Mille, de la Verdière et d'Isieux, déportés et assassinés à Auschwitz ou à Sobibor. Nous, les enfants, les frères et les sœurs de nos disparus, nous qui avons échappé miraculeusement à la tragédie de l'arrestation et de la déportation, mais qui n'avons pas connu la joie d'une adolescence entourée de nos parents chéris. Nous, les héroïques défenseurs des derniers remparts du ghetto de Varsovie, qui avons pu choisir de mourir en combattant, plutôt que d'être traités et exterminés comme des bêtes. Et nous, les derniers survivants de la Shoah, ultimes témoins de la barbarie nazie, qui avons touché le tréfonds de l'horreur et dont les blessures se cicatrisent à peine. Nous léguons notre mémoire meurtrie à nos jeunes héritiers de la marche des vivants et des voyages de la mémoire, ainsi qu'à leurs disciples. Vous qui avez voulu refaire l'itinéraire sanglant qu'a suivi le peuple juif en pénétrant dans les camps d'extermination. Nous vous léguons notre mémoire, à charge pour vous, de la transmettre de génération en génération, afin que nul n'oublie, afin que nul ne doute, afin que nul ne nie. Nous vous léguons notre mémoire que nous avons reçue nous-mêmes, par serment, de nos familles et de nos camarades assassinés sous nos yeux. Puissent nos héritiers rappeler aux hommes la folie exterminatrice d'une idéologie innommable contre des peuples qui n'aspiraient qu'à la paix. Puissent-ils faire preuve de vigilance dans les années et siècles à venir et ne pas en oublier pour autant la tolérance vis-à-vis des autres. Puisse le mémorial des Milles en Provence, pour lequel nous nous sommes tous investis depuis des années, apporter aux jeunes gens qui le visiteront toute la dimension pédagogique recherchée pour faire barrage à la haine et rappeler le souvenir des hommes, des femmes et des enfants qui ont séjourné dans ce camp de départ pour l'enfer et l'anéantissement. Puisse que soit condamnée et combattue toute tentative de génocide, et je pense au Rwanda, au Mali et au peuple arménien qui en porte les profondes cicatrices. Puisse le flambeau de la mémoire collective que nous vous transmettons avant d'arriver au bout de notre voyage vous protéger à tout jamais d'un nouvel Auschwitz. Merci.